Je m'appelle Jean-Christophe Bailly, je suis écrivain, je suis né à Paris, j'y habite, mais sans doute pas par hasard, je suis venu tellement de fois à Strasbourg que c'est sans doute la ville de France qui m'est la plus familière. J'entends pas très souvent parler l'alsacien. À Paris, c'est tout à fait rare. Je crois que c'est de l'alsacien, c'est du suisse allemand, c'est pas pareil. Ça chante plus, là-bas encore. Et puis, ici, à Strasbourg même, je l'entendais assez souvent quand j'allais dormir à la Robertsau, dans les cafés, là-bas, on l'entendait relativement souvent. Et ça me fait penser à... Enfin, ça dépend de mon humeur. Des fois, la plupart du temps, ça me fait penser à rien du tout, mais ça déclenche une espèce de méditation vague, comme ça, de café matinal sur est-ce que c'est une langue, est-ce que c'est un dialecte. C'est agréable à entendre. De toute façon, je ne connais pas vraiment de langue qui ne soit pas agréable, sauf quand elles sont parlées par des dictateurs, mais voilà. J'ai pas du tout eu de fréquentation, ni Hansi, ni l'ami Fritz, ni tout ça. J'ai pas lu ça du tout étant enfant. Je me souviens vaguement, ma sœur, je crois, devait avoir un livre avec des cigognes qui s'occupaient de bébés, des choses comme ça, mais c'était très vague et il n'y avait pas de légendaire alsacien à la maison. Et la première fois que j'ai vraiment entendu parler de Strasbourg comme d'une ville vraiment belle, c'était lié à un congrès des entrepreneurs de carrelage du bâtiment. Mon père, c'était son métier. Et pas tous les ans, mais de temps en temps, ils organisaient des grands congrès comme ça de la profession, comme toutes les professions aiment à le faire. Et il y avait eu un congrès à Strasbourg et il était allé avec ma mère, je pense. Et les récits, je me souviens, étaient très enthousiastes, quoi. Quelle belle ville, enfin, etc. Mais bon, j'étais très petit. Il se trouve que je faisais aller au lycée à Paris, un peu par hasard pour des histoires d'avoir une place dans un lycée plutôt que dans un autre, des histoires de déménagement comme ça. Je me suis retrouvé à faire allemand première langue. Alors que c'était pas prévu, mais je me souviens de mon père qui tenait un discours très gaulien. C'est bien de faire allemand première langue pour la réconciliation, enfin un discours Adenauer ou rien. Et en fait, ça m'a beaucoup plu de faire allemand première langue. Ça m'a laissé des souvenirs très forts. Mais de fil en aiguille, je me souviens, c'était en classe de seconde, on avait un professeur assez formidable qui s'appelait Monsieur Ville. Et il nous disait Monsieur Ville, pas Monsieur Stadt. Et Monsieur Ville, il était excellent, il parlait l'allemand avec un accent français assez redoutable, mais il avait une culture, une vraie culture, hein, de l'Allemagne. Et il a éveillé quelques-uns d'entre nous, parce que ça n'intéressait pas l'ensemble de la classe, mais il a éveillé quelques-uns d'entre nous à la littérature allemande, et notamment à certains auteurs autour du romantisme allemand. Donc on savait par cœur. Et puis c'était l'époque de Botwin Hisler, c'est-à-dire le manuel d'allemand, qui était toute une époque. Il y avait moitié, genre, la vieille Allemagne légendaire, avec même des textes en gothique, et l'autre moitié, c'était Karl Kurt und Grete, qui vont au magasin, qui va à l'Allemagne moderne, disons. Et ça me fascinait assez, et le gothique et tout ça. Et donc, on s'est mis avec mon camarade voisin, qui était lui le premier en allemand, et qui en plus était d'origine allemande, Henri Alexis Bach. Et il était très fort en allemand, moi pas tellement, mais je copiais un peu sur lui. Mais on s'est mis à lire comme des forcenés, quoi. Et c'est de fil en aiguille, un peu plus tard quand même, après le lycée, que j'ai été amené à lire, donc c'est la raison de mon premier voyage ici, voyage comme tel, j'ai été amené à lire Lenz de Büchner, qui n'était pas du tout facile à trouver à l'époque. Je me souviens très bien d'avoir trouvé dans une librairie qui n'existe plus évidemment, qui était rue des Beaux-Arts, qui était spécialisée dans les livres un peu rares liés au surréalisme, au romantisme et au cinéma. Le Minotaure s'appelait cette boutique. Et là, j'avais trouvé la petite édition, je crois que c'était Henri Parizeau, l'édition L'Âge d'Or, petite édition très jolie, avec la traduction d'Albert Béguin du Lenz. Et ce livre, immédiatement, m'a enthousiasmé, fasciné, etc.
Et de fil en aiguille, avec Batch, on a décidé de l'éditer, puisque c'était introuvable, et d'en faire une vraie édition. Et entre-temps, on avait eu vent du fait que la correspondance de Büchner était inédite en français, n'avait jamais été traduite. Donc comme lui, il était très fort en allemand, là on devait avoir 22, 23 ans, on s'est lancé là-dedans. Et comme j'ai toujours fait, et c'est peut-être à cette époque que j'ai commencé, quand je travaillais sur un sujet, j'allais toujours sur place. Et donc on est allé à Waldersbach, on est venu à Strasbourg, je me souviens même de l'hôtel où j'ai dormi, je crois que c'est l'hôtel des Vosges, place de la Gare. Et puis après on est allé à Fouday, et puis après on est monté à pied jusqu'au col de la Charbonnière, et Waldersbach, tout ça, puis on est redescendu jusqu'à Bach. On a été une longue journée, c'était en plein hiver évidemment, avec la neige et tout ça. Et c'est le premier contact, disons, avec l'Alsace. Et évidemment, après les promenades dans Strasbourg, etc., j'étais en fait assez enthousiaste, oui, de ce que j'ai vu. Mais disons que c'est une Alsace vosgienne que j'ai découvert en premier. Et ça m'est resté d'ailleurs une forte inclination pour les Vosges et des difficultés avec la plaine. Après, je suis revenu, et c'était donc déjà en 1978. Donc le début du Lenz de Büchner, c'est le 20 janvier, Lenz parti dans la montagne. Et j'avais eu cette idée d'éditer, d'imprimer une affiche, un certain nombre d'exemplaires, un grand nombre d'exemplaires relativement, où il y avait le début du texte. Et puis la photo floue d'un homme qui courait, pas du tout dans la montagne, mais dans un paysage assez neutre d'HLM, en fait, d'immeubles. Et il y avait le début, et puis j'avais mis un slogan en rouge, que je ne renie absolument pas, même s'il peut faire peur, la pureté existe, etc. Et j'étais venu coller cette affiche dans les rues de Strasbourg, et à Waldersbach même. Et à Waldersbach, je me souviens, j'en ai roulé une que j'ai mis dans le portail du musée Oberlin. Et ici, je me souviens, j'avais été arrêté par les CRS, parce qu'il y avait la menace, enfin pour eux, d'un meeting de ce qu'on appelait les autonomes, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, mais alors, qu'est-ce que vous faites, etc. Et j'ai eu l'idée de dire, ah non, mais c'est rien, c'est pour regardez, lisez, c'est pour le 200e anniversaire d'un écrivain de la région. Voilà. Ils m'ont dit, bon, allez-y, mais collez pas n'importe où. Hein. Bon, d'accord. Et j'ai fait ça, et c'était ce contact avec Strasbourg la nuit m'avait énormément enchanté, quoi. Alors, ce côté un petit peu militant, clandestin, vaguement. Et puis, je me souviens très très bien de mon insistance à en coller autour de l'université. Mais c'est pas facile, parce que c'est que des grillages, voilà. Mais je suis tombé amoureux de la rue de l'université. Et j'ai même eu des idées, moi qui n'écris pas de romans, j'ai eu des idées de romans qui eussent commencé rue de l'université. Avec je me souviens très bien, j'avais imaginé ça. C'était une dame qui jouait, évidemment jolie, qui jouait du piano dans une de ses maisons. Et quelqu'un entrait, enfin, ça déclenchait quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais enfin, c'était le début. Voilà. Et après, après, mais à l'époque, je te connaissais à peine. Je connaissais très peu, ou pas du tout, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Je connaissais pas grand monde, en vérité. Et c'est seulement après, quand je suis venu voir dans des circonstances un peu étranges, qu'on va pas raconter là, mais quand je suis venu voir avec Christian Bourgois, qui m'avait proposé de l'accompagner pour voir Antigone, le travail que tu avais fait avec Philippe Lacoue-Labarthe à l'Arsenal, c'est à partir de ce moment-là que je vous ai vraiment connu, et puis que peu à peu s'est établi un lien très profond, qui d'ailleurs après s'est maintenu au-delà de la mort de Philippe, déjà du fait que heureusement Jean-Luc a pu vivre jusqu'à l'été dernier, mais aussi pour d'autres raisons. Enfin, j'ai un petit réseau ici, comme on dit, d'amis, de gens, voilà, et je suis souvent invité par les librairies, tout ça. Mais j'en profite toujours pour marcher beaucoup. Et puis j'ajoute encore qu'il se trouve que ma femme, donc Gilberte Tsai, elle, avant de me connaître, elle a été, dans son aventure théâtrale,
Elle a été liée au TNS aussi, et elle a vécu ici, notamment Place du Corbeau. Voilà, et donc, et elle a vécu plusieurs années, donc elle connaît très bien la ville. Donc ça crée une espèce de grande familiarité quand même. Et je trouve que la différence entre Strasbourg et l'Alsace est au moins aussi forte que la différence entre Paris et la France. Ça, je le pense vraiment. Et ce qu'on peut dire de Strasbourg, je sais pas, je connais pas très très bien l'Alsace intérieure, les villages, etc. Ce que j'en ai vu m'a un peu pas fait fuir, mais ne m'attire pas vraiment. Les colombages, les géraniums, les chiens méchants, c'est pas mon genre, quoi. Et même les jolis, plus c'est joli, plus ça m'effraie, quoi, avec les petits peignets, avec le vin en plus. Donc, je sais pas, je n'ai pas de connaissance Après, il y a Mulhouse, qui est une ville très intéressante, je trouve. Mais c'est pareil, c'est une ville. Donc, et en fait, ce que j'ai apprécié comme campagne, c'est le Sundgau. Et je vois bien qu'il y a une campagne alsacienne, mais d'après ce que je sais, je pense qu'elle est en grande partie éradiquée, quoi. Et en tout cas, la plaine, là où il y a le maïs, etc., c'est une honte du point de vue du paysage, quoi. Et le rapport de l'Alsace à son fleuve, qui est le Rhin, il est nul. Il est nul, je peux le dire. Et je le connais même un peu parce que j'avais, quand j'étais professeur à l'École nationale supérieure de paysage de Blois, j'ai eu plusieurs diplômes. Dans le travail que je faisais, on devait, comme tous les professeurs de cette école, encadrer des diplômes. Et on allait avec les étudiants sur place. Et j'ai eu plusieurs diplômes par ici. Un avec une étudiante chinoise qui avait choisi l'Alsace. Elle se dit, en France, c'est le moins loin de la Chine. Et puis avant, j'avais travaillé sur un diplôme sur les... Moi, ça c'était pratiquement sur les 3 frontières, suisse, allemande, alsacienne, mais au sud même de Mulhouse. Et un diplôme m'avait beaucoup intéressé, c'était que faire des zones douanières. Et il y avait une zone douanière qui était sur une île. Une île qui est cette espèce d'île très longue qui est entre le canal et le Rhin. Et là, il y avait toute une zone douanière avec duty-free shop, barrière, bureau des douanes. Qu'est-ce qu'on fait de cette friche? Bizarrement, je trouve que ce qui est proprement français en Alsace, c'est un peu ce qui est moche, quoi. C'est le maïs, c'est le système autoroutier, les rocades, c'est ce qui est moche ailleurs en France. Hein. C'est pas une exclusivité strasbourgeoise ou alsacienne, bien entendu, mais il y a toutes ces infrastructures et tout cet lamentable travail qui a été fait à partir de la Ve République, quoi, dans les 30 premières années, que je n'ai jamais compris pourquoi on appelait ça les 30 glorieuses. Je ne vois pas ce qu'il y a de glorieux là-dedans, de construire tout et n'importe quoi. Et par exemple, j'avais été invité par la ville de Strasbourg à faire partie d'une commission européenne, carrément, pour réfléchir sur ce qu'on pouvait faire du pont de Kehl, qui est absolument symbolique des monstruosités architecturales ou des infrastructures ignobles que le régime gaulliste, hein, et c'est ce qui lui a fait suite, a implanté sur tout le territoire. Et quand on voit le poids, évidemment, sur toutes nos âmes des 2 guerres mondiales, quand on voit ce que ça représente, une frontière entre guillemets, parce que c'est toute une discussion qu'on peut avoir, mais entre guillemets naturelle, entre ces 2 pays qui ont fait chier le monde entier avec 2 guerres mondiales, et qu'on voit que ce qu'ils ont trouvé à faire pour se réunir à nouveau, une monstruosité, une espèce de... Là, moi, j'ai dit à cette commission, la première chose à faire, c'est de le démolir, ce pont, et d'en faire un beau. D'autant plus qu'entre-temps, le métier d'architecte s'était énormément renouvelé et qu'on a des créateurs de ponts assez formidables maintenant, Mimram et d'autres, etc., qui sont spécialisés presque dans l'écriture du pont. Et je trouverais d'ailleurs toujours que ce serait absolument digne de l'histoire européenne qu'il y ait un pont sublime entre la France, Strasbourg, et l'Allemagne, Kehl. Voilà. Et donc, eux, c'était pas leur plan.
et ils nous proposaient de mettre des espèces de petites, pas stèles, mais des sortes de ni stèles ni pancartes entre les deux, avec des bouts de littérature écrits dans toutes les langues de l'Europe. Et bon, je regarde, etc., et je vois et je leur dis, mais il n'y a pas le yiddish. Il n'y a pas le yiddish. Entre la France et l'Allemagne, qu'il n'y ait pas le yiddish, c'est une faute politique grave. Et là, il y a un Anglais, dont je ne me souviens plus du nom, qui était assez fameux, qui avait écrit des livres qui étaient édités en poche sur la France, etc. C'était des livres qui ont eu un grand succès. Et ce type, il a bondi sur un ressort, il me dit, mais le yiddish n'est pas une langue. C'est pas un pays. Je dis, vous pouvez m'expliquer ça, etc. Donc on s'est engueulé, puis je suis parti en claquant la porte, comme souvent j'ai fait dans ma vie. Voilà, ma contribution au pont de Kehl. Mais c'est pour dire, donc, puisque la question c'est ce qui est français, c'est bien parce que la contradiction, l'ambiguïté, elle est bien marquée par ce qu'on appelle la petite France. Tout le monde vient voir la petite France parce que ça n'a pas du tout l'air français. C'est comme ça. Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime vraiment à Strasbourg, il y a des trucs comme ça de réflexe quand on a la chance de pouvoir voyager relativement souvent, de se déplacer relativement souvent, quand on n'est pas tenu à résidence par un métier ou des problèmes personnels. On voyage beaucoup, on a toujours des rituels de retrouvailles. En Italie, pour moi, c'est à la seconde, quoi. À peine arrivé, un café. Parce que je ne sais pas comment ils font, leur café est quand même incomparablement meilleur que partout ailleurs. Et voilà. Et puis bon, pour l'ambiance, le son de la langue, etc. Et ici, à Strasbourg, c'est évidemment, c'est pas aussi immédiat, parce que le café strasbourgeois, puis, je suis pas mais c'est pas la bière que j'aime pas beaucoup, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est de me retrouver, évidemment, dans un Windstube. Voilà, pour le premier déjeuner ou dîner que je peux faire. Et quand bien même le passage, quand bien même je ne serai ici que de passage. Voilà. Et alors bon, il y en a à force, il y en a quelques-uns que je connais. Je peux pas dire que j'en ai un auquel je sois particulièrement lié, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont jolis. Et c'est vrai que cette ambiance, elle est quand même déjà, on est beaucoup plus près de l'Europe centrale que de Tours, Angers, Bordeaux, hein, c'est clair. Et même Paris. Il y a quelque chose, et cette espèce de atmosphère cosy, comme ils disent là-bas, mais qui n'est pas confinée en même temps. Parfois, c'est très gracieux quand même. Bon, puis évidemment, ça fait penser à l'hiver. Je ne sais pas si je suis venu beaucoup l'été ici, d'ailleurs. Ça ne me fait pas envie. Il fait chaud, en plus, on entend à la météo, ça doit être pénible. Strasbourg, c'est une ville qui est quand même très horizontale, hein, déjà. C'est une ville, sauf si on monte sur la cathédrale, là-haut, cet endroit extraordinaire, la terrasse là, c'est une ville qu'on ne voit pas. Et c'est assez rare d'ailleurs les villes qui ne s'offrent pas des panoramas sur elles-mêmes. Pour la plupart des villes, soit le panorama est offert parce qu'il y a des montuosités naturelles, soit on construit une tour, un machin, pas forcément la tour Eiffel, mais il y a toujours... voilà. Et bon, ici, on peut dire que la cathédrale en tient lieu, mais bon, c'est pas vécu comme ça. La cathédrale, elle est tellement imposante, tellement extraordinaire, que c'est pour elle qu'on y va, c'est pas pour la vue qu'elle donne sur la ville. Et voilà. Mais par contre, à Mulhouse, par contre, je me suis récemment promené, je connaissais assez bien le centre de Mulhouse, mais récemment, j'ai eu l'occasion d'habiter, de passer une nuit chez une amie de l'autre côté des voies ferrées. Le Rehberg, qui est un quartier plutôt résidentiel, assez beau d'ailleurs, mais surtout ce qui m'a plu, c'est que quand on monte là, peu à peu se découvre la ligne des Vosges, qui n'est pas celle des Français de l'intérieur, c'est la ligne des Vosges des Alsaciens, et c'est très singulier pour un Français de l'intérieur de voir les Vosges derrière toi, de les voir devant. Mais en même temps, c'est l'espèce de liseré que ça fait comme ça, surtout évidemment le soir avec le couchant. Il y a quelque chose où tu comprends bien comment la plaine et Mulhouse, en l'occurrence, là, ça s'inscrit dans un paysage qui est très harmonieux au départ, avec cette ligne des Vosges qui est absolument magnifique, quoi. Puis qui crée il y a la pesanteur de toute montagne, la pesanteur d'une chaîne,
C'est la pesanteur donc d'un mystère quand même toujours, parce que c'est les boisements, c'est les lacs, voilà. Et on le sent en ville. Enfin, là, à Strasbourg, on est assez coupé des bords, si on peut dire. C'est pour ça que je trouve très important tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on essaye de faire, avec plus ou moins de talent, côté Est, c'est-à-dire justement de ce qui amène vers Kehl et vers le pont de Kehl. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs fois mon ami Alexandre Chemetov, qui a été responsable, ou qui est encore responsable, je ne sais pas où ça en est, du réaménagement du quartier de la COP, hein, avec des projets très intéressants et des idées de redensifier un tissu pour justement faire en sorte que le geste de la ville vers l'Est devienne une ouverture au lieu d'être une espèce de terrain vague, comme ça a été pendant des années et des années et des années. Voilà, il y a ça. Strasbourg, c'est quand même une ville française de province, hein, et pour quelqu'un qui est parisien, ou qui habite, donc, qui est né à Paris, qui habite Paris, même si j'ai vécu dans beaucoup d'autres endroits, bien sûr, ce qui frappe partout en France, sauf à Marseille, c'est que tu rencontres surtout des Français, ce qui n'est pas le cas de Paris. Paris, c'est vraiment, et de plus en plus, il y en a que ça défrise, mais moi, pas du tout. Quand je retourne à Paris, je suis content, parce que c'est la seule ville en France où tu entends vraiment parler je ne sais combien de langues. En plus, dans mon quartier, c'est une vingtaine de langues. Bon, j'aime beaucoup Lyon, mais c'est une ville où il n'y a que des Français. Ah, heureusement, il y a des Maghrébins dans les coins, la Guillotière, et puis un peu partout. Mais voilà, et c'est toujours très surprenant, parce qu'il n'y a même pas à Lyon une forte implantation, par exemple espagnole, comme à Toulouse, etc. Donc, et de ce point de vue, Strasbourg est bien français. C'est-à-dire qu'on n'y entend pas beaucoup de langues, à part beaucoup en saison, surtout en saison. La saison étant aussi l'hiver avec cette saleté de marché de Noël. On entend beaucoup parler allemand. Alsacien, pas beaucoup, parce que je sais quand même à l'oreille distinguer, hein, voire très peu. Et puis, on entend surtout parler français. Puis, bien entendu, il y a des touristes, etc. Mais la dimension européenne, elle est très forte, en tout cas au niveau du bâti, puisqu'il y a la ville allemande, avec des architectures qu'on ne trouve guère qu'en Allemagne. Et même certains, j'avais entendu dire ça, que pour tourner des feuilletons qui se passent à Berlin, dans la partie de la ville, donc les 3/4, qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, on venait les tourner ici, parce que les appartements, surtout les grands appartements des quartiers bourgeois, comme ici d'ailleurs, sont près de contre Comtade et la rivière, l'île. C'est copié sur des modèles prussiens, voilà. Et le cimetière de la Robertso, j'ai même eu un presque en y allant, hélas, pour accompagner le corps de Jean-Luc Nancy, la mise en terre de son corps. Récemment, l'été dernier, j'ai été absolument stupéfait par le côté berlinois, pratiquement. On est en Prusse du Sud, d'une certaine manière, avec la grande étendue d'eau, le rapport des volumes, même la lumière, enfin, c'est incroyablement allemand. Et pour le reste, évidemment, il y a un devenir Europe orientale de l'Allemagne qui existe déjà ici. Mais pour le reste, si l'Europe, c'est aussi... bon, laissons les Anglais de côté, puisqu'ils y tiennent tant, mais l'Europe, disons, du Sud, elle n'est pas présente ici, non. C'est une question très, très complexe, parce que moi, ce qui me gêne, c'est qu'on pose toujours la question globalement. Et à mon avis, il y a des domaines, comme le droit, par exemple, pour lesquels la position, que souvent on caricature en disant jacobine, comme ça, comme si c'était un crime d'être jacobin, ce qui n'est pas du tout le cas pour moi, et au contraire. Et je pense qu'il y a des domaines comme le droit où
le jacobinisme s'impose. Il doit être imposé, y compris, je suis pour la suppression immédiate demain matin du Concordat ici. Je ne trouve pas normal cette chose, c'est un très mauvais exemple donné à la jeunesse. Par contre, dans le mouvement, et ce n'est pas les jacobins comme tels, c'est tout ce qui a été extrait du jacobinisme au moment du consulat, puis transformé par la suite politique en France, cette espèce de nationalisme centralisateur qui impose aux campagnes, aux provinces, etc., des décisions, qui impose l'usage exclusif d'une langue, etc., au lieu de favoriser les initiatives et surtout les traits, de maintenir les traits distinctifs des régions. Parce que ça, quand j'ai écrit ce livre, ça s'appelle « Le dépaysement », où je voyage en France, mon travail, c'était de repérer ces traits. À la fois les traits dont on peut penser qu'ils forment justement un ensemble homogène, mais qui n'est homogène que par la bigarrure et les disparités et la façon dont elles s'harmonisent d'une certaine manière. Et il ne s'agit pas et surtout, imaginer que j'aille au Windstube à Quimper et puis à la crêperie ici. Bon, qu'il y ait une crêperie ici, tant mieux. Qu'il y ait un Windstube à Quimper, c'est pas mal, mais jamais j'irai. Et puis imagine qu'on arrive à ce qui est le but de certains, notamment ceux qui tiennent les manettes. Le but, c'est de trouver un Windstube, crêperie, pizzeria, quoi. Une espèce de truc qui n'est plus rien du tout, une espèce de buvette polyvalente, hein, où tu sers des plats nuls à des clones. Ben, c'est le but, hein, avoué de bien des gens qui ne sont pas toujours éloignés du pouvoir. C'est un euphémisme. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai, alors là, moi, je suis hyper régionaliste. Et que ce soit à des niveaux... et ça se marque avec plein de choses. Par exemple, les arrêts de bus. Et les arrêts de bus, on sait très bien qu'en France, les arrêts de bus, c'est même à Lisbonne, c'est les mêmes. Chez les arrêts de bus, c'est le nom d'une firme, j'ai oublié, elle est très connue, Deco. Le gars, par des amitiés politiques, enfin, etc., il a imposé. Et je trouve absolument pas normal que quand tu attends un bus à Brest, ce soit le même arrêt qu'à Montpellier et qu'à Strasbourg et qu'à Mulhouse. Qu'il n'y ait pas, au niveau local, une espèce de petite... C'est pas grand-chose, quand même, une invention, etc. Il ne s'agit pas forcément de mettre une coiffe alsacienne au sommet de l'arrêt du bus, c'est pas du tout ça. Mais même de trouver dans le vocabulaire du design et de l'architecture contemporaine quelque chose qui aurait l'intelligence d'être une traduction de quelque chose qui vient de très loin, de l'histoire, etc. Moi, je trouverais ça beaucoup plus riche. Au niveau des pratiques culturelles, le travail qu'on fait de la terre, c'est pareil, mais c'est pas en faisant des hectares et des hectares de maïs surarrosés que tu vas résoudre ce problème. Au contraire, là, tu es dans une annulation du paysage. Et les deux grands dangers qui pèsent sur un paysage donné, qu'il soit urbain ou dans la campagne, c'est la patrimonialisation touristique. Voilà, on t'annonce ici village typique, et puis voilà, tout est typique. C'est juste s'il n'y a pas planté dans le pot de géranium. Ce pot de géranium est authentiquement alsacien. Enfin, il y a ça. Et puis de l'autre côté, au contraire, l'éradication avec des quartiers entiers de pavillons ou d'immeubles entièrement clonés, alors qu'il y a des potentiels incroyables. D'ailleurs, j'ai été à Mulhouse, j'ai visité ce qui a été fait il y a quelques années, comme il y a ces quartiers ouvriers anciens avec les petits jardins, etc. Il y a eu quelques années, il y a eu une partie qui a été proposée à des architectes d'aujourd'hui. Bon, c'est plus long, il y a Shigeru Ban, je ne sais plus quoi. C'est très inégal, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on reprend un vocabulaire qui est un vocabulaire industriel du 19e siècle, qui est lié au paternalisme, etc., peu importe. Mais en tout cas, il y a une proposition. Et cette proposition, elle est locale, elle a quelque chose de local. Ça, c'est formidable. Et c'est des choses comme ça qu'il faut absolument encourager, évidemment, je pense. C'est-à-dire que là, mais pour que ça soit encouragé, si tu décentralises certains secteurs, disons culture, etc., en même temps, il y a toujours ce danger de tomber sur des potentats locaux.
Mais l'Europe de l'imprimerie, et ici, on est dedans. Ici, à Strasbourg. On est dans cette Europe-là. Et là, c'est une force incroyable. Après, au niveau de ce qu'on ressent quand on se promène dans la ville, évidemment, pas plus tard qu'hier soir, puisqu'on nous a fait dîner dans un endroit célèbre, tout près de la cathédrale. Et évidemment, c'est impossible de sortir de cet établissement sans faire quelques pas pour aller, pour la 100e ou 200e fois, je ne sais pas, jeter un coup d'œil sur la façade. Et à chaque fois qu'on croit qu'on va jeter un coup d'œil, on reste quand même parce qu'on est véritablement bluffé, quoi. Et on est dans une forme de ville qui est très rare, qui n'existe ainsi peut-être qu'à Bourges. C'est-à-dire où la cathédrale, elle est comme elle était au Moyen-Âge, c'est-à-dire elle surgit dans la ville. Comme si la ville, en se serrant autour d'elle-même, faisait jaillir cette chose, au lieu qu'il y ait ces parvis imbéciles qui sont des inventions du 19e siècle, qui dégagent la piste autour pour qu'on admire le monument. Une cathédrale, c'est absolument pas un monument qu'on doit admirer, c'est un cœur de ville qui doit être, bon, et même si on n'est plus dans l'atmosphère de la religion catholique triomphante et dominante, on peut conserver cet aspect qu'est une forme urbaine aussi. Et à Strasbourg, c'est très fascinant, la rue qui donne sur la cathédrale, qui empêche de la voir, puis peu à peu, elle se dégage. C'est formidable. Il suffirait d'imaginer qu'un crétin haussmannien soit venu et balayer tout ça, c'est-à-dire qu'on ait la vue dégagée depuis la place Gutenberg. Il ne faudrait pas tout par terre, mais ce serait beaucoup moins intéressant, beaucoup moins beau. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que toute la ville qui est autour de la cathédrale, elle est comme ça. Et on ne peut pas enlever la cathédrale de la forme urbaine. Après, il y a sur les bords, vers la place Broglie, tout ça, ça devient autre chose, très militaire, très français, hélas. Mais c'est pratiquement deux mots qui vont ensemble un peu partout, ici, à Metz. Donc, la ville, elle s'étend. L'hôtel Rohan, c'est très français aussi. Et on le sent, ça, dans la forme architecturale. Mais disons, si on reste dans l'île, quoi, dans l'insularité de Strasbourg-Centre, il y a quelque chose d'assez rare, hein, au monde même, on peut dire. Mais en même temps, moi, évidemment, au début, on va que là. Puis la petite France, etc. Mais ce qu'on découvre, alors au début, on découvre peu à peu. On découvre les ponts couverts, puis on va plus loin, etc., etc. Et puis, là, par exemple, pour venir ici depuis la gare, j'ai fait exprès de ne pas passer par le centre, mais de passer par la ville allemande, ici, en zonant un peu. Et c'est vrai qu'elle est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas uniquement beau, parfois c'est d'une austérité agressive, presque, je dirais. Je regardais là, la rue Louis Apfel, là. Je réfléchirais avant d'y habiter, quand même. Et il y a d'autres endroits beaucoup plus charmants, hein. Celle-là, elle est dure. Mais en même temps, il y a une force et une existence, quoi. En même temps, c'est vrai que c'est assez peu différent Bizarrement, c'est un peu moins monumental ici que la ville prussienne de Metz, autour de la gare, quoi. Mais bon, elles sont quand même proches. Et on voit bien l'énorme effort que les Allemands, entre 1871 et 1914, ont fait pour essayer de séduire, de se séduire eux-mêmes, mais aussi de séduire les populations en les dotant d'un matériau urbain qui a tous les défauts de l'époque, la monumentalité, la solennité, tout ça, mais qui en a aussi les qualités, la force. Hein. Et donc, il y a cette ville-là qui est comme ça, et puis, au fur et à mesure qu'on vient, par exemple, on va à l'université, donc là, on est dans de l'architecture Trois Glorieuses, c'est-à-dire, si on peut parler d'architecture, et puis, mais normal, etc. Mais là, on est un peu n'importe où, à nouveau. Et puis justement, il y a autour, comme ça, ce qui s'étoile de la ville en devenant peu à peu, non pas campagne, et puis il y a les banlieues que je connais un petit peu, mais pas plus que ça. Et
Et c'est vrai que j'ai jamais été trop traîné le soir à Neuhof. Il paraît que c'est pas conseillé, mais bon, c'est vrai que ça passe pas par la tête non plus. Pas plus qu'à Paris, je ne vais traîner forcément le soir à Clichy-sous-Bois.